Mon mari m'a regardé de l'autre côté de la table, une table que j'avais dressée de mes propres mains. Et il a prononcé les mots qui ont mis fin à mon mariage, avant même que je comprenne ce qui se passait. Il est temps de dire la vérité. Sa sœur a fait glisser une enveloppe vers moi, et j'ai regardé ma belle-mère se lever de sa chaise comme un juge, prête à prononcer une sentence. « Fais tes valises », a-t-elle dit. « Tu n'as plus ta place dans cette famille. » Mon fils, lui, s'est glissé sous la table, se cachant de ces gens qu'il avait appelés sa famille toute sa vie. Puis, on a sonné à la porte. Personne n'a bougé pour aller ouvrir. Et moi, je ne savais toujours pas ce que contenait cette enveloppe. Je veux remonter 6 heures en arrière, car j'ai besoin que vous compreniez comment un simple dîner du mardi est devenu la nuit où toute ma vie a volé en éclats. Je m'appelle Jeanne Fournier. J'ai 43 ans, je suis infirmière en chef au CHU de Bordeaux, et j'ai passé 17 ans mariée à un homme nommé Michel Fournier. Michel possède une petite entreprise de bâtiment, le genre de boîte qui survit grâce aux bouche à oreille et aux accords conclus d'une poignée de main. Et, pendant la majeure partie de notre mariage, c'est moi qui ai assuré un revenu stable, quand son entreprise n'y parvenait pas. Cela ne m'a jamais dérangé. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, on porte ce qui a besoin d'être porté, et on ne tient pas les comptes. Nous avons un fils, Lucas. Il a 8 ans. Il a le menton têtu de Michel, et ma fâcheuse habitude de poser des questions, avant même d'être prêt à entendre les réponses. Il est, sans aucune exagération, le centre de tout ce que j'ai construit. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quel autre jour. J'avais fait un double service la nuit précédente, j'étais rentrée à 7 heures du matin, j'avais dormi 4 heures, et j'étais de retour à l'hôpital à 14 heures pour une autre garde. J'avais pris des heures supplémentaires, pour aider à payer les salaires des ouvriers de Michel. Son entreprise traversait à nouveau une mauvaise passe, et je ne posais plus de questions à ce sujet. Je me contentais de combler les trous. C'est le rôle que j'avais tenu pendant 17 ans. Mon téléphone a sonné vers 16h30. Michel. Maman veut que tout le monde soit là tôt ce soir, a-t-il dit. Quelque chose dans sa voix m'a fait m'arrêter, en plein milieu du couloir devant la salle de repos. Ce n'étaient pas les mots. C'était la froideur qu'il y avait en dessous, comme s'il lisait un texte écrit par quelqu'un d'autre. Tout va bien, ai-je demandé. Ouais, viens direct après le travail. Amène Lucas. Il a raccroché, avant que je ne puisse demander quoi que ce soit d'autre. Je suis restée là une seconde, à fixer mon téléphone, en me disant que ce n'était rien. Chantal, ma belle-mère, convoquait toujours tout le monde pour un oui ou pour un non. Un anniversaire, une collecte pour la paroisse, ou une nouvelle plainte contre les voisins. Je me suis dit que ce n'était qu'un mardi ordinaire. Mais une partie de moi, cette partie qui a passé 2 décennies à lire les signes vitaux, et à savoir quand quelque chose se cache sous un visage calme, n'y croyait pas. J'ai récupéré Lucas à la garderie. Il a grimpé sur la banquette arrière, avec son sac à dos et sa feuille d'exercice sur les tables de multiplication à moitié terminées, bavardant à propos d'un garçon nommé Thomas, qui avait été envoyé dans le bureau du directeur. Je l'écoutais d'une oreille distraite, l'autre moitié de mon esprit ressassant encore le son de la voix de Michel. La maison de Chantal se trouve au fond d'une impasse, dans un quartier résidentiel qui n'a pas changé depuis 30 ans. Les mêmes maisons de plain-pied, les mêmes érables qui perdent leurs mêmes feuilles chaque mois d'octobre. Cela fait 17 ans que je franchis cette porte d'entrée. Je connais le grincement de la 3e marche du Porsche, l'odeur de son produit pour meubles au citron sur la rampe, et l'endroit exact où la moustiquaire se coince par temps humide. Ce soir-là, pourtant, rien de tout cela ne m'a semblé familier. La lumière du Porsche était allumée, mais la maison dégageait un froid, qui n'avait rien à voir avec le thermostat. La voiture de Sophie, la sœur de Michel, était déjà dans l'allée, garée de travers, comme si elle était arrivée à la hâte. La camionnette de Michel était garée juste derrière. Je me souviens avoir pensé, tout le monde est déjà là, en sentant mon estomac se nouer, avant même d'en avoir la moindre raison. À l'intérieur, la table était dressée pour 5. Les assiettes et les serviettes étaient disposées avec une précision, que Chantal réservait d'habitude aux jours de fête. Sophie se tenait près de l'îlot central,
les bras croisés, sans me regarder. Chantal était au fourneau, remuant quelque chose qui n'avait pas besoin de l'être. Michel était déjà assis en bout de table, ce qui était inhabituel. Il n'était jamais le premier à s'asseoir. Personne n'a dit bonjour. Personne ne m'a prise dans ses bras. J'ai posé mon sac lentement, observant la pièce, remarquant la façon dont Lucas a hésité sur le seuil, avant de venir se placer à côté de moi, au lieu de courir retrouver ses cousins comme il le faisait d'habitude. Même un enfant de 8 ans pouvait le ressentir. L'air avait une texture particulière. Quelque chose de lourd et de préparé, comme si tout le monde dans cette pièce s'était déjà mis d'accord sur un point, sans moi. Nous nous sommes assis pour manger, et pendant les premières minutes, personne n'a parlé. Seuls résonnaient les coups de fourchette contre les assiettes, et le bourdonnement du réfrigérateur. Les yeux de Sophie n'arrêtaient pas de faire des allers-retours vers Michel, comme si elle attendait un signal. Puis, il a posé sa fourchette. Jeanne, a-t-il dit, et sa voix avait cette même froideur que lors de l'appel téléphonique. Il est temps de dire la vérité. La pièce s'est figée. Je l'ai regardée, sincèrement confuse, mon esprit passant en revue toutes les choses possibles qu'il pouvait sous-entendre, un problème financier, une erreur dans son entreprise, un problème de santé. Je n'avais aucune idée, absolument aucune, que dans les minutes qui allaient suivre, je serais assise à cette table, écoutant ma famille me faire un procès, pour une vérité que j'ignorais même être censée cacher. Je dois vous parler des 17 années qui ont précédé ce dîner. Car vous ne pouvez pas comprendre à quel point une trahison fait mal, à moins de savoir à quel point la confiance était forte, avant d'être brisée. Michel et moi nous sommes rencontrés à un mariage quand j'avais 24 ans. J'étais encore une jeune infirmière, vivant de pâtes et d'heures supplémentaires. Il m'a fait tellement rire à la réception, que j'ai renversé du vin sur la robe d'une demoiselle d'honneur. Et, d'une manière ou d'une autre, c'est devenu l'histoire que nous racontions à chaque dîner d'anniversaire, pendant les 2 décennies suivantes. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie, derrière l'église de sa mère. Et je me souviens m'être tenue devant l'autel, en pensant que j'avais trouvé la seule chose stable, dans une vie qui n'en avait jamais eu beaucoup. Pendant les premières années, les choses étaient belles, simples, mais belles. Michel travaillait sur des chantiers, avant d'avoir économisé assez pour lancer sa propre entreprise. De mon côté, j'ai gravi les échelons, passant d'infirmière de base à un poste de cadre de santé, acceptant des gardes supplémentaires dès que le service manquait de personnel. À la naissance de Lucas, quelque chose a changé en nous deux. Nous nous sommes adoucis, je crois, comme on le fait lorsqu'on comprend soudainement ce que l'on doit protéger. Mais les mariages ne sont pas faits que de bonnes années. Ils sont aussi faits des moments difficiles. Et nous avons eu notre part. L'entreprise de Michel a failli faire faillite 2 fois. La première fois, c'était quand Lucas avait 2 ans. Un associé est parti avec la moitié de leur équipement et la plupart de leurs clients, et Michel a passé 8 mois à tout reconstruire, à partir de presque rien. La deuxième fois est arrivée 4 ans plus tard. Un gros contrat a été annulé, juste après qu'il ait embauché 3 nouveaux ouvriers, dont il ne pouvait pas se séparer facilement. À chaque fois, c'est moi qui ai pris le relais. J'ai accepté toutes les heures supplémentaires que l'hôpital pouvait m'offrir. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. Je lui ai dit plus d'une fois que nous formions une équipe, et que c'était ce qu'une équipe devait faire. L'un porte un peu plus lourd, quand l'autre n'en est pas capable. Je ne lui en ai jamais voulu. Je tiens à être honnête sur ce point, car ce qui s'est passé ensuite pourrait vous faire croire que j'attendais une sorte de retour sur investissement, ou que je nourrissais une amertume secrète. Ce n'était pas le cas. Je l'aimais. J'aimais la vie que nous étions en train de construire, même quand elle vacillait. Ce que je n'avais pas totalement compris, ce que je n'ai commencé à assembler qu'après ce fameux dîner, c'était à quel point la voix de sa mère résonnait dans un coin de sa tête, depuis tout ce temps. Chantal ne m'a jamais aimée. Pas vraiment. Elle était polie, de cette façon qu'ont les gens de l'être, lorsqu'ils ont décidé de ne pas faire d'esclandre. Mais je la sentais toujours m'observer, cataloguer les moindres détails, ma façon de m'habiller, ma façon de parler à Michel, le temps que je passais à l'hôpital plutôt qu'aux côtés de son fils.
Elle avait des opinions très arrêtées sur la femme que son fils aurait dû épouser. Et je ne pense pas avoir jamais vraiment correspondu à cette image, peu importe le nombre d'années que j'ai consacrées à cette famille. Sophie, la petite sœur de Michel, avait elle aussi des sentiments compliqués à mon égard. Elle et Michel étaient très proches. Plus proches que la plupart des frères et sœurs, finissant toujours les phrases de l'autre, et prenant systématiquement la défense l'un de l'autre, dans les vieilles querelles familiales. Je crois que, quelque part en chemin, elle a commencé à voir ma proximité avec Michel comme quelque chose qu'on lui enlevait, plutôt que comme une relation distincte. Elle n'a jamais été ouvertement cruelle, mais il y avait toujours une certaine agressivité chez elle. Une façon de ressortir de vieilles histoires, pour me faire passer pour quelqu'un d'égoïste ou de distante, souvent lors des réunions de famille, là où je n'avais aucune chance de m'expliquer. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. La plupart du temps, les familles sont compliquées. Je me disais que, tant que Michel et moi étions solides, rien de tout cela n'avait d'importance. Cet après-midi-là, en conduisant vers la maison de Chantal, avec Lucas sur la banquette arrière qui me posait des questions sur ses devoirs de multiplication, j'ignorais que ce terrain solide avait déjà disparu. Je n'avais aucune idée que, depuis des mois, peut-être plus longtemps encore, Michel portait un doute si lourd, qu'il avait altéré la façon dont il regardait notre fils. Plus tard, j'apprendrai que tout avait commencé par un détail. Une remarque de Sophie lors d'un barbecue du 14 juillet. Une sorte de demi-blague sur le fait que Lucas ne ressemblait à aucun d'eux deux. Michel en avait ri sur le moment, m'a-t-il dit, mais cette remarque s'était logée quelque part, et refusait de partir. Puis, Chantal a ajouté ses propres commentaires discrets au fil des mois suivants. Le genre de choses que les mères disent, lorsqu'elles veulent planter une idée, sans prendre la responsabilité de l'avoir semée. Il a un teint tellement différent. Tu es sûr que tout allait bien, lors de ce voyage d'affaires à Strasbourg? De petites phrases lâchées comme des graines, arrosées patiemment au fil du temps. Et Michel, qui ne m'avait jamais demandé directement en 17 ans si je lui avais été fidèle, a laissé ses graines grandir pour devenir quelque chose d'énorme. Quelque chose qu'il ne m'a jamais donné l'occasion d'aborder, avant que cela ne prenne racine, et ne se transforme en une certitude dans son esprit. Au moment où nous nous sommes assis à cette table, il ne me regardait plus comme sa femme depuis 17 ans. Il me regardait comme une femme sur le banc des accusés. Je ne savais encore rien de tout cela. En prenant place ce soir-là, je savais seulement que quelque chose clochait. Que l'air dans cette salle à manger ressemblait à ce moment précis qui précède un orage. Et je voyais bien que mon fils nous observait tous, avec les yeux grands ouverts et incertains d'un enfant, qui sent le danger avant même de pouvoir le nommer. Michel s'est éclairci la gorge. Jeanne, a-t-il répété, plus doucement cette fois. Nous devons parler de Lucas. Et c'est là que le procès familial a véritablement commencé. Sophie a pris la parole en premier. J'ai immédiatement compris que ce qui allait se passer avait été planifié à l'avance, répété, et peut-être discuté lors d'une conversation à laquelle je n'avais jamais été conviée. Tu te souviens de ton voyage à Strasbourg, a-t-elle demandé, sans me regarder directement, adressant sa question à la table, comme si je n'étais pas assise juste là. Il y a 2 ans, cette conférence, je m'en souvenais parfaitement. Un congrès médical de 3 jours, des reçus d'hôtel, une colocataire nommée Déborah du service de cardiologie, qui ronflait si fort que j'avais à peine dormi. Je lui ai dit tout cela, ma voix restant stable, même si mon pouls avait commencé à s'accélérer. Et toutes ces gardes de nuit, a continué Sophie, comme si je n'avais pas parlé du tout. Chaque semaine, parfois consécutive. Personne ne sait vraiment où tu es, pendant ces heures-là, n'est-ce pas? Je suis à l'hôpital, Sophie. J'ai des badges pointés, des fiches de présence, et des collègues qui pourraient confirmer chaque heure de chaque garde, que j'ai effectuée dans ce bâtiment au cours des 12 dernières années. J'ai entendu ma propre voix, et cela m'a surprise de voir à quel point elle semblait calme, alors même que quelque chose à l'intérieur de ma poitrine commençait à se fissurer. Chantal a posé son verre d'eau avec un bruit sec, qui m'a semblé délibéré. Les femmes laissent toujours des indices, Jeanne, qu'elles le veuillent ou non. Je l'ai regardée.
Cette femme qui s'était assise en face de moi lors d'une centaine de dîners, qui avait tenu Lucas nouveau-né dans ses bras à l'hôpital, et qui m'avait dit un jour, il y a des années, dans un rare moment de sincérité, qu'elle était heureuse que Michel ait trouvé quelqu'un de stable. Cette femme-là avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui me regardait comme une pièce à conviction, dans une affaire déjà jugée. De quels indices ai-je demandé doucement, êtes-vous en train de parler ? Personne n'a répondu directement. Au lieu de cela, Michel a finalement pris la parole, et sa voix avait un tremblement que je n'avais pas entendu depuis l'enterrement de son père, 12 ans plus tôt. J'ai eu des doutes, a-t-il dit, depuis des mois maintenant. Je n'arrêtais pas d'y penser. Son teint, la structure de son visage, les choses que les gens disaient. Il a jeté un coup d'œil à sa mère, puis à Sophie, puisant une sorte de courage sur leur visage, avant de pouvoir regarder le mien. Alors, j'ai fait quelque chose. Je dois te dire que j'ai fait quelque chose. Mon estomac s'est retourné, avant même qu'il ne prononce les mots suivants. J'ai pris quelques cheveux de Lucas sur sa brosse. Je les ai envoyés pour faire un test de paternité. La pièce est devenue silencieuse. Un silence presque physique, comme si l'air lui-même s'était tendu. Je l'ai fixé, attendant qu'il me dise qu'il plaisantait, que c'était une sorte de terrible malentendu. Que d'une seconde à l'autre il allait rire, et dire qu'il ne ferait jamais une chose pareille dans mon dos. Mais son visage n'a pas changé. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, et a posé une enveloppe sur la table. Cette même enveloppe que Sophie ferait glisser vers moi du bout des doigts un peu plus tard, comme si elle ne voulait pas la toucher plus longtemps que nécessaire. J'ai reçu les résultats ce matin, a-t-il ajouté. J'ai regardé cette enveloppe posée sur la nappe blanche. J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile, très silencieux, de la même façon que j'imagine qu'une personne se sent, dans les secondes qui suivent un accident, avant que la douleur ne soit totalement apparue. 17 ans, ai-je dit. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. Une partie clinique de mon cerveau, celle entraînée à rester calme pendant les urgences vitales, a pris le dessus et a maintenu tout le reste en place. 17 ans, Michel, et tu ne m'as jamais posé la question une seule fois. Tu as agi dans mon dos. Tu as pris les cheveux de notre fils, sans m'en parler. Tu as laissé ta mère et ta sœur s'asseoir ici, et monter un dossier contre moi, au lieu de décrocher ton téléphone et de poser à ta femme une simple question honnête. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Je me suis tournée vers Lucas. Il était devenu très silencieux à côté de moi, ses petites mains agrippées au bord de la table. Ses yeux passaient frénétiquement d'un adulte à l'autre, comme s'il essayait de résoudre un puzzle qui le terrifiait. Je me suis penchée pour l'attirer contre moi, et je l'ai senti trembler. Tout va bien, mon chéri, ai-je chuchoté, bien que rien de ce moment ne fût correct. La voix de Chantal a brisé le silence. Nous prendrons soin du garçon, Jeanne. Quoi qu'il arrive ici, Lucas reste un fournier. Sa place est dans cette famille. Quelque chose en moi, qui pliait depuis plusieurs minutes, s'est finalement redressé. Vous ne me prendrez jamais mon fils, ai-je dit. Et pour la première fois depuis que j'avais franchi cette porte, ma voix portait une dureté, assez tranchante pour faire scier Chantal. Ni vous, ni Sophie, ni même Michel. Pas comme ça. Pas avec une enveloppe, un discours répété, et une table dressée pour tout le monde, sauf pour moi. Personne n'a parlé après ça. Sophie a baissé les yeux sur son assiette. Les épaules de Michel s'étaient recroquevillées vers l'intérieur, comme un homme réalisant trop tard l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Les lèvres de Chantal se sont pincées, mais elle n'a rien ajouté. C'est alors que la sonnette a retenti pour la deuxième fois. Je n'avais même pas remarqué le premier coup de sonnette. J'ai réalisé, à ce moment-là, qu'il avait dû retentir pendant les aveux de Michel, étouffé par le bourdonnement dans mes propres oreilles. Mais ce deuxième coup était incomparable, clair et insistant, coupant net la tension dans cette salle à manger. Personne n'a bougé. Michel a jeté un œil vers le couloir, puis vers l'enveloppe sur la table, comme si la sonnette était un problème bien moins grave que celui qui se déroulait sous ses yeux. Sophie fixait ses genoux.
Le regard de Chantal a glissé vers la fenêtre, vers la lumière du porche qui brillait faiblement à travers les rideaux, mais elle n'a pas fait mine de se lever non plus. Je suis restée assise là, Lucas pressé contre moi, son petit cœur battant à toute allure contre mon bras. Et pendant un instant, nous sommes restés tous les 5 dans un étrange silence suspendu, l'enveloppe sur la table, la nourriture intacte qui refroidissait, et quelqu'un debout sur le porche, attendant, tandis qu'aucun de nous n'avait le courage d'aller ouvrir. La sonnette a retenti une 3e fois, plus longuement maintenant, avec plus d'insistance. Finalement, Michel a repoussé sa chaise dans un grincement, qui m'a semblé trop fort pour le silence dans lequel nous étions tous plongés. Il s'est dirigé vers le hall d'entrée comme un homme avançant dans l'eau, lent et réticent, comme si une partie de lui sentait déjà que la personne derrière cette porte était sur le point de tout changer. Je suis restée là où j'étais, un bras toujours autour de Lucas, les yeux fixés sur l'enveloppe posée sur la nappe. Je n'y avais pas touché. Je ne pense pas que j'en aurais été capable, pas encore. Une partie de moi attendait toujours que quelqu'un vienne me dire que c'était une erreur, un cauchemar dont j'allais me réveiller, dans mon propre lit, avec Michel respirant paisiblement à mes côtés. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis une pause. Ensuite, la voix de Michel, confuse. « Puis-je vous aider ? Je cherche la famille Fournier. » Une voix d'homme a répondu, grave et assurée, avec ce calme particulier de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles importantes. « Je suis désolé de venir si tard. Cela ne pouvait pas attendre. » J'ai reconnu cette voix avant même de voir son visage. Le docteur Samuel Cartier est apparu dans l'encadrement de la porte derrière Michel un instant plus tard, et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Pas de peur cette fois, mais une étrange et désorientante lueur de reconnaissance, comme si l'on croisait un visage vu en rêve, en plein milieu de sa vie ordinaire. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, avec plus de cheveux gris et des rides plus profondes autour des yeux, mais je l'aurais reconnu n'importe où. Il était l'obstétricien qui avait mis Lucas au monde, 8 ans plus tôt. L'homme dont les mains fermes avaient guidé mon fils vers la vie, lors d'un accouchement qui avait duré 19 heures épuisantes. « Docteur Cartier » ai-je dit, me levant à moitié de ma chaise. Son regard est passé outre Michel et m'a trouvé immédiatement. Quelque chose dans son expression s'est détendu, exprimant du soulagement, comme s'il avait craint d'arriver trop tard pour dire ce qu'il venait annoncer. Jeanne, Dieu merci. Il tenait un fin dossier contre sa poitrine, les bords usés à force d'avoir été manipulés. Je dois parler à votre famille, à vous tous. Je sais que c'est une heure inhabituelle pour débarquer, mais je vous promets que ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain matin. Chantal s'était levée de sa chaise à présent, son expression oscillant entre confusion et irritation. L'air d'une femme qui n'appréciait pas de voir sa soirée interrompue par un inconnu, peu importe ses qualifications. Je vous demande pardon, mais qui êtes-vous exactement ? Je suis le docteur Samuel Cartier. J'étais l'obstétricien de garde lors de la naissance de Lucas il y a 8 ans, au CHU de Bordeaux. Il a parcouru la pièce du regard, remarquant les assiettes pleines, la tension encore palpable dans l'air, et l'enveloppe sur la table, dont il ne pouvait pas encore comprendre la signification. Je m'excuse pour cette intrusion, mais j'ai reçu un appel, il y a quelques heures, que je ne pouvais ignorer. Et une fois que j'ai compris ce que cela impliquait, j'ai pris ma voiture immédiatement. Michel restait figé près de la porte, essayant clairement de comprendre pourquoi un médecin, dont il se souvenait à peine, était apparu sur le porche de sa mère, exactement à ce moment-là, et exactement ce soir-là. J'ai senti quelque chose s'éveiller dans ma poitrine que je n'osais pas nommer. Pas exactement de l'espoir, plutôt le premier fin rayon de lumière, sous une porte qui semblait définitivement fermée quelques minutes plus tôt. « S'il vous plaît » a dit le docteur Cartier, en désignant doucement la table. « Je pense que vous devriez tous vous asseoir. Ce que j'ai à vous dire concerne précisément le genre de situation dont, je le soupçonne, vous avez discuté ce soir. » Quelque chose dans son ton a fait vaciller l'irritation de Chantal. Sophie, qui était restée silencieuse depuis que la sonnette avait retenti, jetait des regards nerveux au dossier entre ses mains. Nous sommes retournés à nos places, bien que la disposition semblât différente maintenant. Moins comme un tribunal, et plus comme une salle d'attente, où chacun se préparait à recevoir une nouvelle qu'aucun de nous ne pouvait prédire.
Le docteur Cartier est resté debout en bout de table, près de l'endroit où Michel s'asseyait habituellement, et a posé soigneusement le dossier devant lui. Je pense, a-t-il dit, en regardant directement Michel cette fois, puis l'enveloppe toujours intacte près de ma main, que vous êtes peut-être sur le point de commettre une terrible erreur, et je crois savoir pourquoi. Personne n'a parlé. Lucas s'était fait tout petit contre moi, observant cet inconnu avec cette solennité propre aux enfants, qui comprennent que quelque chose d'important se passe, sans en saisir complètement la raison. Il y a 8 ans a commencé le docteur Cartier, le CHU de Bordeaux a connu une grave erreur de traitement dans notre laboratoire de maternité. Cela a affecté un lot d'échantillons post-nataux, prélevés pour diverses raisons médicales et légales, dans les semaines suivant les accouchements. À l'époque, nous pensions que le problème était un cas isolé et qu'il avait été corrigé. Cela n'a pas été rendu public car, pour être franc, nous étions convaincus qu'aucune famille n'avait été impactée par des résultats erronés qui leur seraient parvenus. Il s'est arrêté, et j'ai vu sa mâchoire se contracter, révélant la tension spécifique d'un homme qui annonce des nouvelles qu'il souhaiterait désespérément ne pas avoir à donner. Ce matin, notre laboratoire a retraité des dossiers archivés, dans le cadre d'un audit de routine. Le genre d'audit que nous effectuons régulièrement, pour détecter exactement ce type d'erreur. Et nous avons trouvé un problème d'étiquetage lié à un lot d'échantillons de cette période. Des échantillons qui, il s'avère, ont croisé la route d'un test de paternité privé, soumis indépendamment via un laboratoire extérieur, pas plus tard que cette semaine. Il a alors regardé Michel droit dans les yeux. Un test utilisant un ancien échantillon de référence de l'hôpital. Le vôtre? Le visage de Michel était devenu couleur cendre. Je ne comprends pas, a-t-il dit doucement. Le laboratoire qui a traité votre récent test de paternité a utilisé un échantillon archivé de l'hôpital pour recouper certains des dossiers de naissance originaux. C'est une pratique courante pour vérifier les données historiques. Malheureusement, cet échantillon de référence faisait partie de ceux qui ont été mal étiquetés il y a 8 ans. Ce n'était pas du tout l'échantillon de Lucas. La voix du docteur Cartier est restée douce mais ferme, la voix d'un homme qui avait annoncé des vérités difficiles tout au long de ses décennies de pratique, et qui avait appris exactement comment les aborder avec assurance. Le résultat que vous avez reçu ce matin n'était pas exact. J'ai senti la pièce basculer légèrement autour de moi, ma main se resserrant instinctivement sur l'épaule de Lucas. Dès que j'ai été prévenu, a poursuivi le docteur Cartier, j'ai moi-même ressorti les dossiers originaux de l'hôpital. J'ai passé ces dernières heures à superviser personnellement un nouveau test vérifié. Nous avons utilisé des échantillons fraîchement prélevés, avec une traçabilité que j'ai directement contrôlée. Et ce, précisément parce que j'ai reconnu le nom de votre famille, et que j'ai compris la gravité de ce qui pourrait déjà être en train de se jouer, ici ce soir. Il a ouvert le dossier. J'ai les résultats ici. La pièce était devenue si silencieuse, que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le faible tic-tac de l'horloge au-dessus de la cuisinière, et mon propre pouls battant fort à mes oreilles. Michel fixait le dossier comme s'il allait exploser. Chantal avait les 2 mains posées à plat sur la table, comme pour se soutenir. Sophie n'avait pas bougé d'un cil. J'ai regardé le docteur Cartier, cet homme qui, autrefois, avait déposé mon fils nouveau-né dans mes bras, et m'avait dit, « Vous avez été merveilleuse, Jeanne. » Et j'ai ressenti quelque chose, à mi-chemin entre la terreur et un espoir fragile et incrédule, monter dans ma poitrine. « Dites-nous, ai-je murmuré. Je vous en prie. » Le docteur Cartier a ouvert le dossier lentement. Avec la précaution d'un homme qui manipule une chose, dont il sait qu'elle changera des vies, à la seconde où son contenu sera prononcé. Il n'a pas précipité les choses. Avec le recul, je pense qu'il avait compris que le rythme lui-même était important. Qu'après une soirée d'accusations lancée à travers une table à manger, cette famille avait besoin que la vérité soit énoncée avec soin, étape par étape, afin que personne ne puisse prétendre plus tard avoir mal compris. Laissez-moi reprendre depuis le début, a-t-il dit, pour qu'il n'y ait aucune confusion sur ce qui s'est passé. Il a expliqué qu'il y a 8 ans,
La semaine de la naissance de Lucas, le laboratoire de la maternité du CHU avait traité un volume inhabituellement élevé d'échantillons post-nataux, en raison d'un manque temporaire de personnel. Un lot d'échantillons de référence, utilisés pour des choses comme les confirmations de groupes sanguins, les dépistages néonatals et les documents de paternité archivés à des fins légales, avait été mal étiqueté pendant cette période de surcharge de travail. L'erreur avait été détectée en interne peu de temps après, et corrigée dans la plupart des dossiers actifs. Mais une petite partie d'échantillons archivés plus anciens, notamment ceux liés au registre de l'hôpital plutôt qu'aux dossiers actifs des patients, n'avaient jamais été signalés pour correction, car personne n'avait eu besoin d'y accéder à nouveau, jusqu'à maintenant. Lorsque vous avez soumis l'échantillon de cheveux de Lucas au laboratoire privé, a dit le docteur Cartier en regardant Michel, le laboratoire a appliqué la procédure standard. Ils ont effectué un croisement avec les registres de naissance archivés de l'hôpital. Pour renforcer la chaîne d'identification, surtout dans le cas d'une affaire impliquant un mineur. C'est une pratique très courante. Malheureusement, l'échantillon archivé qu'ils ont extrait de notre système, celui censé représenter le dossier de naissance original de Lucas, était l'un des échantillons touchés par l'erreur d'étiquetage d'il y a 8 ans. Il n'appartenait pas du tout à Lucas. Il appartenait à un autre enfant, né la même semaine. J'ai entendu Sophie expirer brusquement à côté de moi, un petit bruit de stupeur. Donc le test, a dit Michel, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le test que j'ai reçu ce matin, il ne comparait même pas mon ADN à celui de Lucas. Pas de manière exacte, non, a répondu le docteur Cartier. Il comparait votre échantillon à un dossier d'archives mal étiqueté. La probabilité de paternité de 0% que vous avez reçue reflète une erreur dans notre système. Ce n'est en aucun cas une vérité concernant votre famille. Il a plongé la main dans le dossier et a étalé plusieurs documents sur la table. Les registres d'admission originaux de l'hôpital pour la naissance de Lucas, complétés de la documentation horodatée. Suivi d'un rapport de laboratoire flambant neuf, daté de l'après-midi même, montrant un nouveau test. Ce test avait été réalisé à partir d'un échantillon fraîchement prélevé sur Michel, et d'un autre échantillon prélevé sur Lucas, sous la supervision directe du docteur Cartier, le soir même avant qu'il ne prenne la route. Je voulais une certitude absolue, avant de dire un mot de plus à cette famille, a-t-il expliqué. Je ne pouvais pas, en mon âme et conscience, vous laisser vivre avec un faux résultat une nuit de plus, sachant les dégâts que cela pouvait causer. Alors, j'ai demandé un service. J'ai fait accélérer les analyses moi-même, et j'ai apporté les résultats ici en personne, au lieu d'attendre de passer un coup de téléphone ou d'envoyer un courrier, pour expliquer quelque chose d'aussi grave. Il a tourné la dernière page vers Michel. Probabilité de paternité, 99,99%. Le chiffre était là, sur le papier, frappant et indéniable. Et j'ai observé chaque personne autour de la table l'encaisser différemment. Les mains de Michel ont commencé à trembler alors qu'il fixait le papier, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans le moindre son, tel un homme essayant de parler sous l'eau. Sophie était devenue livide, ses certitudes précédentes s'effondrant visiblement, tandis qu'elle fixait la même page. La main de Chantal s'était levée pour couvrir sa bouche. Ses yeux étaient écarquillés, et sa froideur du début avait laissé place à quelque chose qui ressemblait, pour la première fois de la soirée, à de la peur. Je n'ai pas bougé. Je suis resté très immobile, le petit corps de Lucas chaud contre mon flanc. J'ai regardé ce chiffre, 99,99%, et je n'ai ressenti aucun soulagement. Pas encore. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était une étrange et vide clarté. Le genre de lucidité qui vous frappe, une fois que la montée d'adrénaline est retombée, vous laissant debout au milieu des ruines qu'elle a provoquées. Car la vérité était là, étalée noir sur blanc. Mon fils était le fils de Michel. Il n'y avait jamais eu l'ombre d'un doute. Et pourtant, pendant près d'une heure, cette famille, ces mêmes personnes qui avaient promis il y a 17 ans de me soutenir, m'avaient tout de même condamné. Sur la base de rien, à part de la suspicion, de la rancœur, et d'un morceau de papier qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de remettre en question. Michel a levé les yeux du rapport, le regard embué, cherchant quelque chose sur mon visage. Du soulagement, peut-être, ou du pardon.
Je ne pouvais lui offrir ni l'un ni l'autre à cet instant. Jeanne, a-t-il commencé. J'ai levé la main, sans brusquerie, mais assez fermement pour qu'il s'arrête. Tu as cru un morceau de papier, ai-je dit calmement, avant de croire ta femme. Les mots ont pesé plus lourd que je ne l'avais imaginé, plus lourd que tout ce que Sophie ou Chantal avaient pu dire de toute la soirée. Parce qu'ils étaient vrais, et que tout ceux présents autour de cette table le savaient. Le visage de Michel s'est effondré, d'une manière que je n'avais jamais vue en 17 ans de mariage. Ni à l'enterrement de son père, ni pendant le pire effondrement financier de son entreprise. Jamais. Il ressemblait à un homme, qui voyait tout le poids de son erreur s'abattre sur ses épaules, pour la toute première fois. Le docteur Cartier, sentant sans doute que sa présence n'était plus nécessaire pour la suite, a doucement rassemblé les papiers restants, et a déposé le dossier devant moi plutôt que devant Michel. Je vous laisse ceci, a-t-il dit doucement. Vous devez avoir vos propres copies. Je suis profondément désolé que cela soit arrivé à votre famille. Je déposerai un rapport complet auprès du comité de révision des erreurs de l'hôpital dès demain matin. Et j'ai l'intention de m'assurer que ce genre d'erreur ne fasse jamais subir à une autre famille ce que vous avez traversé ce soir. Je l'ai remercié, d'une voix plus assurée que je ne l'étais vraiment, et il est sorti discrètement. La porte d'entrée s'est refermée derrière lui avec un clic, d'une douceur qui semblait presque respectueuse, comme s'il avait compris que la pièce avait besoin d'espace pour assimiler ce qu'il en restait. Pendant un long moment après son départ, personne n'a dit le moindre mot. Lucas a fini par briser le silence, en tirant doucement sur ma manche. « Maman, a-t-il chuchoté. Ça veut dire que papa est toujours mon papa ? » J'ai baissé les yeux vers le visage de mon fils, si plein de confusion et d'un espoir silencieux. Quelque chose a fait mal dans ma poitrine, avec une tendresse qui coupait plus fort que toute la colère que je portais encore. « Oui, mon bébé, ai-je dit doucement. Il l'a toujours été. » De l'autre côté de la table, Michel a enfoui son visage dans ses mains, et pour la première fois de la soirée, je l'ai entendu pleurer. Michel a pleuré pendant un long moment. Pas les larmes discrètes et contrôlées de quelqu'un qui est gêné par ses propres émotions, mais le genre de larmes qui proviennent d'un endroit profond et sans défense. Le genre de pleurs que je n'avais pas vu chez lui, depuis que nous avions enterré son père 12 ans plus tôt. Je suis restée assise à l'observer un moment, me sentant étrangement détachée de la scène, comme si j'observais le chagrin d'un étranger, plutôt que celui de mon mari. Jeanne, a-t-il finalement réussi à dire, en levant le visage, les yeux rouges et gonflés. Je suis tellement désolée. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai laissé mes doutes se transformer en quelque chose de laid. J'ai laissé Sophie et ma mère nourrir ces doutes, au lieu de venir te parler directement. J'aurais dû te poser la question. J'aurais dû faire confiance à 17 ans de mariage, plutôt qu'à une rumeur de barbecue, et à un commentaire de ma mère. Je ne sais pas comment réparer ça. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas interrompu, je ne lui ai offert aucun réconfort, je ne me suis pas précipitée pour le soulager, comme je l'avais fait instinctivement pendant près de 2 décennies. Une vieille habitude en moi voulait tendre la main à travers la table pour le rassurer, lui dire que tout irait bien, et lisser les aspérités comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, je me suis forcée à rester assise, face à ce malaise. Chantal a pris la parole ensuite. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Jeanne, je te dois aussi des excuses. J'ai dit des choses ce soir, que je n'aurais pas dû dire. J'ai eu des doutes à ton sujet pendant des années, pour être honnête, et j'ai laissé ces doutes tout déformer. Ce n'était pas juste envers toi. Et ce n'était pas juste envers Lucas. J'ai apprécié sa franchise, même si elle arrivait beaucoup trop tard pour réparer les dégâts. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Sophie, cependant, n'était pas encore prête à assumer pleinement sa part de responsabilité. C'est juste que... J'avais remarqué des choses, a-t-elle déclaré, sur la défensive. Même maintenant, je n'avais pas tout inventé. Le laboratoire a fait une erreur. S'il n'avait pas mal étiqueté cet échantillon, aucun de nous n'aurait. Arrête, ai-je dit, et quelque chose dans mon ton l'a coupé immédiatement. Ce n'était pas fort.
Je n'ai pas élevé la voix une seule fois de toute la soirée, mais il y avait un caractère définitif qui a fait taire la tablée. Le laboratoire a fait une seule erreur, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Une seule. Une erreur de traitement vieille de 8 ans, que vous n'avez en rien provoquée. Mais vous, j'ai regardé les visages autour de la table, passant de Sophie à Chantal, puis à Michel, vous en avez fait des dizaines. Chaque commentaire sur le voyage à Strasbourg. Chaque remarque sur le teint et la structure osseuse. Chaque nuit que vous avez passé tous les trois à monter un dossier contre moi, au lieu de décrocher un téléphone. Chaque seconde de ce soir, où vous avez laissé Lucas trembler de peur sous cette table, pendant que vous teniez un procès que vous aviez clairement répété, avant même que je ne passe le pas de la porte. Personne n'a pipé mot. Vous n'avez pas fait une erreur ce soir, ai-je continué. Vous avez fait un choix. Chacun d'entre vous a fait le choix de croire le pire à mon sujet, plutôt que de me poser une seule question honnête. Ce n'est pas quelque chose qui a été causé par une erreur de laboratoire. C'est quelque chose qui vivait au sein de cette famille, bien avant ce soir. Et ça avait juste besoin d'une excuse, pour éclater au grand jour. Michel a tendu la main vers la mienne, à travers la table. Je l'ai laissé la prendre pendant un instant, sentant la chaleur familière de ses doigts. Cette même main qui avait tenu la mienne à notre mariage, à la naissance de Lucas, et à travers chaque année difficile à laquelle nous avions survécu ensemble. Mais je l'ai retirée doucement. Je dois ramener Lucas à la maison, ai-je dit. Laisse-moi venir avec vous, a dit Michel précipitamment. S'il te plaît, on peut en parler. Je veux réparer tout ça. Pas ce soir. Ma voix était posée, mais d'une fermeté qui ne laissait aucune place à la négociation. J'ai besoin de silence ce soir, Michel. Pas de promesses, pas d'excuses. Et pas d'une autre conversation, où je dois gérer la culpabilité de tout le monde, en plus de mon propre épuisement. J'ai besoin de border mon fils dans une maison, où personne ne remet en question sa place. Il a hoché la tête lentement, comprenant le message. Bien que je puisse voir à quel point il mourait d'envie de discuter, à quel point une partie de lui voulait arranger les choses immédiatement, comme il essayait toujours de le faire avant de devoir faire face au malaise de ce qu'il venait de briser. J'ai pris la veste de Lucas, je l'ai aidé à l'enfiler, et je l'ai accompagné vers la porte. Chantal s'est levée, comme pour ajouter quelque chose, une dernière tentative pour apaiser la situation, mais j'ai croisé son regard, et elle a semblé se raviser. Sophie regardait fixement son assiette, incapable de nous regarder l'un ou l'autre. À la porte, je me suis arrêtée, et j'ai regardé Michel une dernière fois. Tu as beaucoup de choses auxquelles réfléchir, ai-je dit. Moi aussi. Le trajet du retour a été silencieux. Lucas était assis à l'arrière, inhabituellement calme, regardant les lampadaires défiler à travers la vitre. À mi-chemin, il a pris la parole. Maman, est-ce que toi et papa, vous allez divorcer? La question m'a frappée plus fort que prévu. J'ai pris un moment avant de répondre, choisissant mes mots avec précaution. Comme on le fait, lorsqu'on sait qu'un enfant se souviendra exactement de ce que vous avez dit, et de la façon dont vous l'avez dit, pour le reste de sa vie. Je ne sais pas encore, mon cœur, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais une chose avec certitude. Tu es mon fils. Tu as toujours été mon fils, et rien de ce qui s'est passé ce soir ne changera cela. Pas même une seule seconde. Tu me comprends? Il a hoché la tête, et j'ai vu une partie de la tension quitter ses petites épaules. Mais pas toute la tension. Certaines choses, une fois qu'un enfant en est témoin, ne disparaissent jamais complètement. Cette nuit-là, Michel est resté chez sa mère. C'était la première nuit, en 17 ans de mariage, que nous dormions sous des toits séparés. Et tandis que je restais éveillée dans notre lit, fixant le plafond et écoutant le silence d'une maison qui semblait soudain beaucoup trop grande, j'ai compris une chose. Quoi qu'il arrive par la suite, notre mariage ne pourrait pas simplement redevenir ce qu'il était avant ce dîner. Trop de choses avaient été dites, trop de choses avaient été révélées, sur ce qui se cachait sous la surface chez des personnes en qui j'avais eu une confiance aveugle. Certaines choses, une fois prononcées à voix haute à une telle table, ne peuvent être effacées. Elles ne peuvent être surmontées que lentement,
où elles finissent par pourrir. Je ne savais pas encore quel chemin nous allions emprunter, mais je savais que je ne choisirais pas la facilité. Et que je ne choisirais pas dans la précipitation, peu importe le nombre d'excuses que Michel me présenterait dans les jours à venir. Une semaine s'est écoulée, avant que je ne laisse Michel venir à la maison. Il a demandé tous les jours. Un texto le matin, un léger coup à la porte certains soirs auxquels je ne répondais pas, un bouquet de fleurs de supermarché laissé sur le porche, que j'ai rentré à l'intérieur uniquement pour que Lucas ne les voie pas se faner sous la pluie. Je ne le punissais pas. Je veux être clair là-dessus. J'avais simplement besoin de temps, pour savoir si l'homme qui avait partagé mon lit pendant 17 ans était toujours quelqu'un que je reconnaissais, ou si ce dîner avait révélé un étranger, qui vivait à mes côtés depuis tout ce temps, attendant que le bon doute fasse surface. Quand il est enfin venu, il n'a pas demandé à rester. Il s'est assis en face de moi à notre propre table de cuisine, une version bien plus petite et silencieuse de celle de sa mère, et il m'a dit qu'il avait commencé à voir un thérapeute. Pas parce que Sophie ou Chantal le lui avaient suggéré, a-t-il précisé, mais parce qu'il avait passé la semaine à rejouer ce dîner en boucle. Il essayait de comprendre comment une simple rumeur, lors d'un barbecue, s'était transformée au fil des mois en un acte, qu'il avait été prêt à commettre sans jamais m'en parler directement. J'ai laissé la voix de ma mère devenir plus forte que la tienne, a-t-il admis. Pendant des années, honnêtement. Pas seulement à propos de ça, mais sur beaucoup de choses. Je crois que j'ai toujours fait ça depuis que je suis enfant, et je ne l'ai jamais remarqué, avant de voir ce que ça nous a coûté. Je n'ai pas accordé de pardon facile. Je le lui ai dit. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de voir des changements, et non de les entendre. Que 17 années de confiance ne revenaient pas à la suite d'une bonne conversation autour d'une table de cuisine, peu importe à quel point elle semblait sincère sur le moment. Il a hoché la tête, et a répondu qu'il comprenait. Et, au cours des semaines suivantes, je l'ai vu faire de réels efforts. Il a commencé à fixer des limites à Chantal. Une chose que je ne l'avais jamais vu faire, durant toutes nos années passées ensemble. Quand elle a appelé pour exiger qu'il vienne pour un dîner imprévu, je l'ai entendu lui dire le mot « non ». Pour ce qui était peut-être la première fois de sa vie d'adulte, sa voix tremblait légèrement, mais elle était ferme. Quand elle a insisté, il n'a pas cédé comme il l'avait toujours fait. Cela nous a surpris tous les deux, je crois. Pour Sophie, cela a pris plus de temps. Ses excuses, quand elles sont enfin arrivées, ont pris la forme d'une lettre manuscrite, plutôt que d'une conversation. Elle a admis, dans des mots prudents et inconfortables, qu'une partie de ce qu'elle avait dit ce soir-là, provenait d'une vieille jalousie qu'elle n'avait jamais vraiment surmontée. Une rancœur face à la proximité que Michel et moi avions toujours eue, et la peur d'avoir, en quelque sorte, perdu sa place dans la famille à cause de moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Certaines blessures nécessitent plus qu'une lettre pour guérir. Mais j'ai apprécié qu'elle essaie de nommer la vérité, au lieu de se cacher derrière l'erreur du laboratoire comme elle l'avait fait la première semaine. Michel et moi avons commencé une thérapie de couple au début du printemps. Nous conduisions jusqu'à un petit cabinet de l'autre côté de la ville, chaque jeudi soir, assis sur des chaises inconfortables en face d'un conseiller nommé Dr Rousseau, qui nous posait des questions auxquelles aucun de nous n'avait particulièrement envie de répondre. Nous avons parlé du doute qu'il avait porté en silence, pendant des mois. Nous avons parlé des années que j'avais passées à absorber les heures supplémentaires et le stress financier, sans jamais lui demander de partager le fardeau de manière plus équitable. Nous avons parlé de la façon dont il était devenu si facile, en cours de route, pour nous deux, de gérer les problèmes en silence plutôt que de les formuler honnêtement. Jusqu'à ce que le silence devienne, en soi, une sorte de danger. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des séances dont je suis ressortie plus en colère qu'en arrivant, rejouant les mots de sa mère à cette table à manger, ressentant à nouveau, et à vif, la morsure de ses paroles. Il y a eu des nuits où Michel et moi sommes restés dans la même pièce sans nous parler, tous les deux incertains de la manière de combler la distance, qui s'était creusée entre nous. Mais lentement, semaine après semaine, quelque chose a commencé à changer. Il a appris à m'exprimer ses peurs directement, au lieu de les laisser pourrir et se transformer en suspicion. J'ai appris à le laisser voir les moments où je me sentais dépassée, au lieu de tout porter sur mes épaules en silence en appelant cela de la force.
De son côté, Lucas a guéri comme le font souvent les enfants, progressivement, et principalement grâce à de petits moments ordinaires, plutôt que par de grandes discussions. Il a recommencé à rire davantage au dîner. Il a cessé de sursauter légèrement dès que des voix s'élevaient dans une autre pièce, une habitude que je n'avais même pas remarqué qu'il avait prise avant de la voir disparaître. Un soir, des mois plus tard, il a demandé si Mamie Chantal pouvait venir à son spectacle d'école. Et j'ai réalisé que, quelque part au milieu de tout ça, le pardon avait commencé à trouver son propre chemin, silencieux, même pour un garçon de 8 ans qui s'était autrefois caché sous une table, pétrifié par la peur. Notre famille n'est pas redevenue ce qu'elle était avant cette nuit-là. Je ne pense pas que ce soit possible, et pour être honnête, je ne suis pas sûre que je l'aurais voulu. Ce que nous avons construit à la place, c'est quelque chose de plus authentique. Bien que plus lent, et plus difficile à obtenir. Un mariage où le doute est exprimé à voix haute au lieu d'être enterré, où Michel ne laisse plus la voix de sa mère étouffer la mienne, et où Sophie et moi cherchons encore notre chemin, vers quelque chose qui ressemble à de la confiance, un petit geste à la fois. Je repense souvent à cette nuit-là. L'enveloppe sur la table, la sonnette qui retentit pendant que personne ne bouge, et la certitude terrifiante sur chaque visage autour de moi. Et j'en suis venue à comprendre une chose, que je n'avais, je crois, jamais pleinement saisie avant de le vivre. Les gens pensent que l'ADN prouve qui a sa place dans une famille. Ils ont tort. L'ADN peut prouver la biologie. Mais la confiance, celle qui maintient un mariage, celle qui fait qu'une maison est un endroit sûr pour un enfant de 8 ans effrayé sous une table à manger. C'est quelque chose que l'on choisit chaque jour. Pas une seule fois, pas avec un unique grand geste romantique, mais encore et encore. À travers un millier de petites décisions, de croire les personnes que l'on aime, plutôt que les doutes murmurés à notre oreille. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait, dans cette salle à manger. Auriez-vous pardonné aussi vite que j'ai essayé de le faire? Ou auriez-vous passé la porte, à la seconde où cette enveloppe a touché la table? Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo ce soir. Je lis absolument tout. Nous avons de nouvelles histoires comme celle-ci qui vous attendent chaque jour, alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Merci de vous être assis pour écouter l'histoire de Jeanne ce soir. Continuons à parcourir ces histoires ensemble.